Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce Facebook Live dédié aux astuces et bonnes pratiques de la recherche d'emploi. Pendant 1 heure, nous décrypterons le marché du recrutement, nous parlerons CV, lettres de motivation, entretien d'embauche et comme c'est du live, bien sûr, posez-nous vos questions en commentaire et nous y répondrons avec plaisir. Cette émission est organisée dans le cadre de la Job Week, une opération que mène Quel Job jusqu'au 17 novembre où nous vous aidons à trouver un emploi. Concrètement, c'est très simple, vous commentez ce live en disant le métier que vous recherchez, la localisation, la ville, et nos équipes se chargent en live de vous répondre et trouver des offres ou une offre qui correspond. À chaque offre qui match, le compteur en haut de l'écran augmentera. Allez, c'est parti! Pour ce live, je suis accompagnée par Elodie, notre chargée d'études, et Quentin, qui est journaliste chez Quel Job. Bonjour à vous deux. Bonjour. Avant d'attaquer et d'entrer dans le vif du sujet avec eux deux, je voulais juste rapidement vous rappeler quelques astuces pour mieux utiliser Quel Job au quotidien dans votre recherche d'emploi. Vous avez certainement créé une alerte mail, une alerte qui vous permet tous les matins d'avoir la liste des nouveaux postes qui correspond à votre recherche. Alors, l'erreur que font beaucoup de candidats, c'est de vouloir ratisser large et donc de mettre des mots-clés assez larges. Et après, on se fait noyer par beaucoup d'offres qui ne correspondent pas. Donc, mon conseil, c'est d'avoir plusieurs alertes très précises. Alors, je m'explique. Par exemple, pour moi, je pourrais être tentée de mettre éditorial pour avoir tous les postes en lien avec l'éditorial. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace et productif pour vous de créer, là je créerai une alerte journaliste, une alerte chef de projet éditorial, une alerte content manager. Là, à ce moment-là, j'ai que de choses qui m'intéressent, donc je ne suis pas noyée. Il y a un autre outil très intéressant, c'est la CVTech. C'est une base de CV où les candidats peuvent déposer leur CV et qu'aujourd'hui, près de 15 000 recruteurs consultent régulièrement quand ils ont des recherches et des besoins de poste. Donc pour être trouvé, il faut bien sûr déposer son CV en pièce jointe, un PDF par exemple, mais il faut aussi compléter le formulaire avec. C'est comme ça que vous allez pouvoir remonter dans les recherches des recruteurs. Je voulais aussi vous parler rapidement de l'appli smartphone qu'on a sur iPhone et sur Android. Alors bien sûr, l'appli c'est pour pouvoir continuer ses recherches à tout moment, où que l'on soit, mais aussi il y a un petit paramétrage qui est intéressant et qui vous permet d'avoir en temps réel toutes les nouvelles offres. Il faut paramétrer pour ces notifications, vous pouvez les avoir à chaque nouvelle offre. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Toutes les semaines, c'est des conseils, des bonnes pratiques et des actualités sur le marché de l'emploi. Et les bonnes astuces sont nombreuses, donc suivez-nous. Voilà, c'était une petite parenthèse utile. Elodie, je reviens à toi et je voudrais avoir quelques chiffres pour que nos internautes comprennent mieux le marché de l'emploi actuel. Ouais. Alors, le marché de l'emploi en France aujourd'hui, il est très hétérogène. Il y a plusieurs petites choses qu'il faut savoir. Tout d'abord, on a 26,5 millions d'actifs occupés en France et en parallèle, on a 2,9 millions de Français qui sont actuellement en recherche d'emploi. Parmi ces actifs occupés, on a encore plusieurs petites distinctions à faire. On a plus de 18 millions de Français qui sont des salariés du privé. On a 5,8 millions qui sont fonctionnaires et 2,6 millions de Français qui sont indépendants. Parmi ces salariés du privé, on a encore une petite distinction à faire, mais par statut cette fois. On a plus de 3 millions de Français qui sont donc cadres, 3,5 millions de professions intermédiaires, 5,4 millions d'employés et 4,55 millions d'ouvriers. D'accord, ça c'est pour la structure, on voit un peu mieux avec ces chiffres. Tout à fait. On voit les proportions. Qu'est-ce qu'il y en a des chiffres du recrutement cette année? Alors cette année c'est plutôt positif puisque d'après l'enquête en besoin de main d'œuvre du Pôle emploi, il y a presque 2 millions de recrutements qui sont prévus pour cette année 2017. Petit point sur le marché des cadres. Le marché des cadres va bien puisque d'après les récents chiffres qui ont été publiés par l'APEC,
On a près de 55% des entreprises qui ont déclaré vouloir recruter un cadre sur le dernier trimestre de l'année 2017. Et on a même atteint un record pour le troisième trimestre 2017 puisque 60% des entreprises ont déclaré avoir embauché un cadre. Donc un contexte très positif pour les cadres et positif pour le reste de la population. Les chiffres sont plutôt bons. Oui. Est-ce que tu peux nous dire les secteurs qui recrutent? Est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres? Oui, alors sans surprise, le principal secteur pourvoyeur d'emploi en France, c'est celui des services, puisqu'il représente à lui seul 64% des prévisions de recrutement. Après, un peu derrière, on a le secteur du commerce aussi, qui représente lui 12,2% des projets de recrutement avec plus de 240 000 postes à pourvoir. Et qu'est-ce qu'il en est des métiers? Alors les métiers, on peut les découper en plusieurs petites sections. Tout d'abord dans les métiers liés à la vente, le tourisme et les services qui représentent 38% des projets de recrutement. On recherche beaucoup de vendeurs. On a plus de 70 000 postes qui sont à pourvoir dans ces métiers-là. Concernant les autres métiers, qui représentent 19% des projets de recrutement en France, on a plus de 45 000 postes de manutentionnaires à pourvoir. On a ensuite tous les métiers liés au social et au médico-social, dans lesquels on recrute énormément d'aides-soignants. Ensuite, on a tous les métiers qui vont être liés plutôt à l'encadrement. On a notamment plus de 30 000 postes d'ingénieurs, cadres d'études, recherche et développement informatique qui sont à pourvoir. C'est d'ailleurs des postes sur lesquels les entreprises ont des difficultés à recruter puisque 62,8% de ces recrutements sont jugés comme difficiles. Oui, les demandes explosent et il n'y a pas toujours les candidats. Voilà, c'est ça. On n'a pas toujours le bon candidat qui correspond à ce qu'on recherche et on fait parfois face à une pénurie de candidats. Ensuite, on a les ouvriers de l'industrie qui représentent 7% des projets de recrutement en France, avec plus de 130 000 postes à pourvoir. Là, on va chercher surtout des métalliers, des serruriers. On a tous les métiers liés aux fonctions administratives qui représentent quant à eux 6% des projets de recrutement en France. Et pour cette partie-là, on a 30 000 postes de secrétaire bureautique à pourvoir. Enfin, on a les ouvriers du BTP qui représentent 5% des projets de recrutement. Là, on va aussi avoir plus de 15 000 postes de peintres à pourvoir. Et enfin, on termine avec les techniciens qui représentent uniquement 2% des projets de recrutement. Et là, on recherche plus de 11 000 agents de maîtrise de la maintenance. D'accord. Là, ça nous fait un petit panorama sur les métiers. Est-ce qu'il y a des entreprises, un type d'entreprise qui recrute plus que d'autres? Oui, alors j'ai envie de te dire, il ne faut pas se fermer de porte, il faut se tourner vers toutes les entreprises, bien sûr. Après, là où on recrute le plus, c'est dans les petites structures. Les entreprises de moins de 10 salariés représentent 46% des projets de recrutement en France, avec plus de 900 000 embauches. Et c'est notamment dans les entreprises de 1 à 4 salariés qu'on recrute le plus. D'accord, donc il faut être attentif à tous les signes et pas seulement aller vers les grosses multinationales. Alors là, c'était le petit panorama, l'état des lieux chiffres. Je te remercie, Elodie. On va passer à une partie plus conseil et un outil très important, le CV. Alors, le CV, c'est le passage obligé. Dès que vous allez commencer votre recherche d'emploi, vous allez commencer par rédiger votre CV. Et pour illustrer cette partie, je vous propose une petite vidéo. Le CV, un calvaire pour 100% des candidats. D'ailleurs, plus de 65 000 personnes chaque mois en France interrogent Google pour savoir comment s'y prendre. Il existe des milliers de conseils, et de très bons d'ailleurs, sur quel job. Mais le secret ultime pour un CV qui cartonne, c'est de savoir ce qu'il se passe après avoir cliqué sur le bouton « Envoyer ». Vous serez peut-être étonné, mais le premier à regarder votre CV est un robot. 75% des entreprises utilisent un logiciel pour scanner les candidatures et voir si ça colle sur le poste recherché, les postes occupés, le nombre d'années d'expérience ou les compétences. Donc ça ne sert à rien d'envoyer un CV sans l'adapter au maximum à l'annonce et ses mots-clés. Et bien sûr, pas de fantaisie niveau technique. On choisit un format PDF, pas trop lourd, avec une mise en page simple et claire. L'étape du robot passée, votre CV arrive dans les mains d'un recruteur pour un premier tri rapide. Entre 6 et 13 secondes, disent les études. Ce qu'il regarde, vos infos contacts, votre poste actuel, puis le précédent. C'est dire s'il est important d'avoir un CV accrocheur
accrocheur, où on sait trouver les infos au premier regard. Si vous passez ce tri express, le recruteur va chercher à en savoir plus sur vos réalisations. Alors laissez tomber les listes de compétences et misez sur les exemples et les résultats de votre travail. Pas de miracle, un bon CV, ça se travaille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris des éléments. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des interrogations sur comment faire un CV. On va essayer d'y répondre, mais on est aussi ouvert aux questions très précises. D'ailleurs, pour revenir sur cette vidéo, quelle est selon toi, Quentin, l'info que les candidats souvent manquent ou ne savent pas Ouais, c'est le fait que le recruteur passe 6 secondes seulement sur un CV. Je trouve ça hyper court et je pense que les gens n'ont pas forcément ça en tête. Ouais, c'est vrai que on voit le côté important de la forme et pas que du fond, parce que c'est vraiment un balayage. Et puis, faut rappeler qu'au final, les recruteurs ils reçoivent des centaines et des centaines de CV. Sur certains postes, ils peuvent recevoir 200 CV voilà, en une ils n'ont journée. pas la tête qu'à ça. Il faut être straight to the point. Ouais, c'est vrai que 6 secondes. Il y a certaines études qui disent 12, hein, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, vraiment, le premier tri est visuel et important. Donc, il faut être très structuré. Toi, Elodie, c'est quelle info tu penses primordial qu'on voit dans cette vidéo? Alors moi, je pense que c'est le fait qu'avant d'être visionné par un humain, votre CV est regardé par une machine finalement. Du coup, c'est pour ça qu'il faut accorder une grande importance aux mots qu'on utilise, aux termes qu'on va employer. Tout à fait, Quentin. Vraiment, sur ces deux infos, on voit toute l'importance qu'il faut accorder au fond et à la forme, sinon on n'arrivera pas à ressortir parmi toute la concurrence. C'est vraiment très, très important. Quand vous avez commencé à faire votre CV, est-ce qu'il y a des questions que vous vous êtes posées, des difficultés que vous avez rencontrées? Ouais, il y a le fait qu'en fait, au début, on ne sait pas trop où chercher des modèles de CV, etc. Et du coup, on se rue sur Internet, on va essayer de voir quelle est la bonne structure et on tombe notamment sur des CV par compétences. Ah oui, les CV par compétences, ouais. C'est hyper agréable parce qu'on pense que voilà, on va pouvoir mettre un peu de substance alors qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Par exemple, voilà, je sais rédiger un brief, des choses comme ça. Et alors qu'en fait, c'est un CV qu'il faut pas trop. C'est à bannir. Voilà. C'est vraiment. Par exemple, si vous avez 20 ans d'expérience et les 5 derniers postes c'était les mêmes, là, ça peut justifier. Et encore, c'est pas le mieux. Donc vraiment, le CV par compétence, tous les modèles de CV par compétence, laissez tomber. Ouais. Le meilleur conseil, je pense, à donner, c'est essayer d'aller glaner des CV chez ses amis, des gens qui ont déjà décroché un job, voire prendre les modèles, s'inspirer des autres, quoi. Oui. Des autres dans la vraie vie, plutôt que des autres sur Internet. Voilà. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des cours à l'école sur les CV, donc si vous n'avez pas cette chance-là, demandez autour de vous, parce que sur Internet, il faut savoir ce qu'on a en face de soi quand on tombe sur un CV par compétence. C'est pas la bonne chose. Il y a d'autres difficultés que vous voyez, ou en tout cas que vous avez eues au début de la recherche d'emploi? Quand on est jeune diplômé, on a tendance à vouloir aussi tout miser sur la forme du CV et c'est pas toujours efficace parce qu'on tombe des fois dans des caricatures de CV qui sont pas forcément efficaces et on a tendance à en oublier le fond du coup. C'est vrai qu'on se dit je vais pouvoir taper dans l'œil du recruteur. Moi, je me rappelle d'un très beau CV rose que j'avais fait. C'est beau. Mais là, effectivement, on revient sur l'info dont tu as parlé tout à l'heure. Le premier œil qui lit, dans 75% des cas, c'est quand même un logiciel. Donc, un très beau CV, un très beau CV, c'est pas forcément ce qui va intéresser le logiciel. Après, ça dépend des postes. Oui, alors effectivement, si on est dans la com et particulièrement dans le design, là c'est sûr. Mais dans la très grande majorité, un truc efficace, c'est un truc très simple, très clair. Faut rester classique. Et en plus, si on se lance dans un CV original, on va souvent peut-être on va demander à un ami de nous le faire. Et du coup, quand on le mettre à jour, exactement, on n'a pas le bon logiciel, on ne voilà. sait pas le faire. Ouais. Ou alors, autre truc un peu compliqué avec un CV
très joli selon les critères que vous avez voulu mettre, c'est que ça va être lourd quand vous allez l'envoyer, quand vous allez le charger, voilà, ça va être lourd. Donc, le CV à tout mettre sur des belles couleurs et un design intéressant, c'est... On reste classique. Ouais, malheureusement, ouais. Mais efficace, efficace. Alors, je vous propose un petit récap des bonnes pratiques sur le CV, en repartant des 2 infos que vous avez mis en valeur. Donc, 6 secondes. Donc, quand ça arrive au recruteur, c'est 6 secondes. Donc, vous imaginez bien qu'en fait, il faut qu'il sache où trouver les infos. Il faut que ce soit clair et lisible. Donc, du coup, pour ça, on peut faire des déclinaisons, mais on va rester très classique dans la forme. Donc, les infos contacts tout en haut. On n'oublie pas un titre sur le CV. Le titre, alors, si c'est une réponse à une offre, on remet le titre de l'offre. Après, si c'est une candidature spontanée, on y reviendra plus tard. Là, on met le poste générique. Comme ça, dès que le recruteur voit le CV, on sait pourquoi vous postulez, on sait qui vous êtes. Ensuite, le plus important, c'est le bloc expérience professionnelle. D'ailleurs, même les jeunes diplômés, moi, je vous conseille, quand on est jeune diplômé, on a des expériences stage, alternance. Voilà, je vous conseille toujours de mettre l'expérience professionnelle en premier. Ouais, vraiment. Et la partie formation juste en dessous. Les langues et compétences techniques. Et puis, si vous avez quelque chose de vraiment cohérent dans les centres d'intérêt, si vous faites du fitness une fois toutes les 2 semaines, bon bah ok, vous êtes en forme, mais bon, voilà. Par contre, un engagement, je ne sais pas si vous... Dans une association, par exemple. Voilà, ouais, exactement, une association, ou alors si vous avez fait du foot pendant 10 ans et que vous êtes devenu des choses sur lesquelles on arrive à rebondir après en entretien et transformer en une compétence spécifique. Vraiment un truc qui vous différencie des autres. Sinon... si vous n'avez pas ou si vous ne voyez pas, laissez tomber le centre d'intérêt. Hein. Le truc vraiment le plus important, c'est l'expérience professionnelle. Et après, une fois que vous avez toutes ces parties, voilà, vous allez essayer de rendre ça lisible. Donc là, pour la lisibilité, on va se servir du gras, on va se servir de la taille de la typo, des espacements, une couleur ou alors 2 si vous avez une déclinaison de couleurs, mais pas plus. Et cette partie-là, en fait... on l'a fait une fois qu'on a fait le fond. Vous faites la structure, vous remplissez vos structures et après, vous essayez de rendre ça vraiment que ça saute aux yeux du recruteur. Après, sur le fond, là, c'est important aussi. Il y a beaucoup trop de candidats qui confondent ça avec une fiche de poste. Ils font une liste de bullet points avec des missions. Ça ne va pas parler au recruteur. Lui, il a besoin de savoir le contexte, le périmètre. Alors, on revient sur tu disais la compétence rédaction de brief. Si vous mettez rédaction de brief, voilà, ça ne veut rien dire. Alors que si vous mettez, j'ai rédigé 13 briefs en 6 mois pour tel type de client, et on en a gagné, et tant de choses ont été réalisées, et faire un lien vers les choses qui ont été réalisées. Voilà, là, on sait à quoi ça correspond, rédaction de brief. Donc vraiment, c'est là, ça prend du temps. Hein. Il faut travailler sur les réalisations. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pour les CV, on y répondra avec plaisir. Sur le fond aussi, ce qui est important, et c'est par rapport à la vidéo, vu que c'est le logiciel qui est paramétré avec des mots-clés, c'est pour ça que c'est important de reprendre les mots-clés de l'annonce. Même si vous pouvez enrichir et mettre plus de choses aussi, mais c'est important de reprendre, c'est comme ça que vous allez... vous démarquer. Avec exactement. Certaine cohérence quand même, pas mettre juste les mots-clés pour les mots-clés. Alors sortir. La technique de mettre les mots-clés en blanc sur blanc, je sais, vous la connaissez. Ça ne se fait pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais bon, vous êtes maître de votre CV, on vous donne les bonnes pratiques. Voilà, pour étayer cette partie pratique que je vous disais, les réalisations, essayez de mettre des chiffres dans tout ce que vous avez fait. Alors, bien sûr, on pense aux commerciaux. Les commerciaux, c'est inévitable, mettez des chiffres dans votre CV.
mais toutes les professions peuvent chiffrer, quantifier ce qu'ils ont fait. Et ça aide beaucoup le recruteur à comprendre qui vous êtes, ce que vous avez fait. Donc ça, c'est des choses sur le fond vraiment à faire. Après, il y a des petites choses comme plutôt privilégier les verbes d'action et mettre le verbe plutôt que rédaction, rédiger, voilà. J'avais à rédiger, voilà, vous faites ça plutôt que le substantif, ouais. Voilà. Voilà ce qu'on peut résumer sur quelques bonnes pratiques du CV. Il y a encore plein de choses et je vous invite à consulter Quel Job si vous en voulez. Et puis si vous avez des questions tout au long de l'émission, n'hésitez pas, on se fera un plaisir. On est des experts du CV, on en voit passer beaucoup. Voilà, dans une recherche d'emploi, le CV est essentiel. Mais aussi, ce qui est hyper important, c'est de savoir à qui on s'adresse et en l'occurrence, c'est les recruteurs. Donc là, sur cette partie, Quentin, tu vas nous éclairer un peu. Bah oui, parce qu'il faut bien qu'on en sache un petit peu plus sur comment ils travaillent, ces recruteurs. Alors justement, moi j'ai choisi d'aller interroger un recruteur qui s'appelle Michael Moyal et il est consultant en recrutement chez Marche et il nous explique un petit peu son métier et comment il prépare un entretien. On regarde. Le recrutement, ça reste une partie des ressources humaines, donc c'est une fonction support. L'idée étant de venir en aide, en support des managers qui vont vouloir embaucher. Donc, journée type, ça va être d'aller chercher un besoin en interne, donc un manager qui dit qu'il a besoin d'une ressource supplémentaire, d'un changement de profil en interne ou autre, en tout cas un besoin. On va discuter avec lui, on va comprendre le contexte dans lequel se situe le besoin, donc l'organisation, comprendre quelles sont les caractéristiques du profil qui doit intégrer l'équipe ou qui doit être seul. En tout cas, bien comprendre son besoin. À partir de cet échange-là, on crée une fiche de poste, en général avec l'aide du manager qui sera le futur, comme on dit, N+1. Et à partir de là, on va chercher des profils. Là, je rentre pas dans le process détaillé, mais en tout cas dans le journée type, on parle avec des managers. Donc, après, on cherche des profils. Soit on reçoit des CV, soit on va aller les chercher sur le marché. Là, différents types de façons de procéder. Et puis, on rentre en contact avec des candidats, donc des entretiens téléphoniques. Et puis après, des échanges en face à face. Comment est-ce que je prépare un entretien? Je prépare un entretien en regardant le CV, en regardant évidemment le CV, en regardant le nombre d'années d'expérience, en relisant mes notes suite à l'échange téléphonique que j'ai eu avec lui avant de l'inviter. Et puis surtout en relisant bien mes notes par rapport à l'échange que j'ai eu avec le manager. J'ai envie de dire que c'est surtout le plus important parce qu'au bout du compte, l'intérêt qu'il y a dans ce métier, c'est pas de reposer toujours les mêmes questions ou d'avoir un template, comme on dit, un modèle de questions, un modèle d'échange, parce que sinon le métier devient lassant. Et puis l'entretien restera un entretien, ça manquera cruellement de spontanéité et on ne sera pas dans une conversation avec le candidat. Moi, mon but, c'est d'avoir une conversation, c'est de réussir par cette conversation aussi à mettre à l'aise le candidat pour voir pleinement son potentiel. D'ailleurs, j'aime bien terminer un entretien en disant « Ok, est-ce qu'on a abordé l'ensemble des points que vous vouliez aborder pendant l'échange à la fin de l'entretien ?» pour être sûr que le candidat se soit mis en avant comme il pouvait le souhaiter avant d'arriver. Voilà, donc ce qu'on retient, c'est que les recruteurs vont chercher les besoins, interrogent un peu les entreprises, de quoi elles ont besoin, les managers et les missions, pour ensuite définir une fiche de poste. Et on voit aussi dans cette vidéo que Michael Moyal, à l'entretien, il veut que ça se passe bien, il veut de la spontanéité, donc voilà, les recruteurs sont des humains en fait. Du coup, une fois que tout ça est fait, vous postulez et j'ai voulu savoir à quoi sert l'entretien téléphonique quand il va vous appeler ensuite pour vous poser des questions qu'il va vous faire découvrir. On regarde.
Oui, il est toujours préalable. Il est vraiment obligatoire pour la simple et bonne raison que le but n'est pas de faire perdre du temps ni aux candidats, ni aux managers, ni aux recruteurs, dans le sens où il faut être bien sûr comme quoi le contexte qui a été décrit par le manager se retrouve bien dans le contexte du candidat. Et pour le recruteur qui est en fin de compte un intermédiaire, c'est à lui de bien être sûr de ces aspects-là. Et donc, ça passe par la case entretien téléphonique, échange téléphonique pour pouvoir être sûr que d'un point de vue contextuel, tout est OK. Et d'un point de vue même attente, même du candidat. Avec un jeune diplômé, je vais parler principalement en fin de compte de son parcours. Pour quelles raisons il a fait tel parcours académique, pour quelles raisons il postule à ce type de poste, qu'est-ce qui l'intéresse dans le contrôle de gestion, qu'est-ce qui l'intéresse dans le droit, qu'est-ce qui l'intéresse dans le marketing ou autre. Donc vraiment comprendre l'intérêt, sa source de motivation. En fin de compte, et puis après qui m'explique dans les grandes lignes de façon très synthétique l'expérience qu'il considère être comme la plus significative, qui serait selon lui un argument pour lequel il pense être en adéquation avec le besoin. Alors, ce qu'on peut retenir, donc les questions à préparer avant l'entretien téléphonique. Pourquoi avoir choisi ce parcours académique? Pourquoi vous avez choisi les études que vous venez de faire? Pourquoi on postule à ce poste? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le métier recherché? Et comprendre vos sources, il va chercher à comprendre vos sources de motivation. On a aussi le fait d'expliquer l'adéquation de son profil avec le job proposé. Et enfin, l'importance du pitch, être à l'aise avec son parcours et trouver un espèce de fil rouge en fait qui explique la cohérence de votre parcours. Voilà, le mot-clé, c'est la cohérence. Il faut Voilà. vraiment avoir travaillé sur soi, sur son projet pour pouvoir être à l'aise avec toutes ces questions finalement. Ouais. Alors, dernière partie, la candidature spontanée, qu'est-ce qu'il en pense? Et quel est aussi le meilleur moment où il est plus à même à recevoir vos candidatures? On regarde. A priori, c'est pas le meilleur moment fin de journée. Si maintenant un candidat doit faire une candidature spontanée, envoyer un mail directement, c'est comme ça que je comprends votre question, ça serait plus en plein milieu d'après-midi, ça veut dire en plein milieu d'activité ou en début d'après-midi. Dès qu'on revient de la pause déjeuner, on reçoit un mail, a priori, on est quasiment sûr de le voir. Différentes façons de postuler de façon candidature spontanée. Si c'est aller sur le site de carrière, appuyer sur candidature spontanée, ça marche parce que, comme je vous le disais, il y a le software, donc le logiciel de gestion de candidature qui après va nous permettre par des recherches de mots-clés comme un Google ou autre de pouvoir faire une recherche et puis de retrouver le CV. Donc, par ce biais-là, ça marche, mais peut-être pas de façon instantanée. Et en général, un candidat, quand il postule, il attend un retour plus ou moins rapide. Donc, ça marche, mais pas de façon instantanée. Une candidature spontanée où un candidat va rechercher le nom d'un recruteur, le mail d'un recruteur. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est pas mission impossible. Ça va demander un petit peu de temps, mais c'est quelque chose de complètement faisable. Là, dans ce cas-là, oui, bien sûr, ça marche. Parce que un recruteur qui reçoit un mail sur sa boîte mail, alors qu'a priori, il n'a pas divulgué son mail, normalement, ça veut dire, il conçoit ce mail, oui, et puis il conçoit ce mail comme vraiment une personne motivée. Et puis, ça vient aussi lui faciliter un peu son travail, parce que c'est a priori un bon CV qui arrive, qui tombe du ciel, si on peut s'exprimer ainsi, et qui a priori devrait correspondre aux besoins. Donc normalement, ça devrait marcher si tout colle bien. Donc apparemment, pour Michael Moyal, le meilleur moment, c'est relatif, mais pour lui, c'est après le déj, c'est là où il est le plus à même, alerte. C'est pour ces candidatures classiques ou spontanées? Non, toutes? Alors, ça dépend. En fait, ce qu'il dit, c'est que la candidature spontanée,
Il y a 2 cas. Le cas le plus intéressant, en fait, c'est quand la candidature est ciblée, qu'on sait à qui on s'adresse et qui est-ce qu'on va, qui est-ce qu'on va contacter tout de suite. Donc là, c'est là où c'est intéressant. Si vous voulez faire une candidature spontanée sur un site de recrutement, voilà, là, c'est un peu moins pertinent puisque vous tombez dans une base de données. Donc, où les recruteurs vont piocher quand ils auront besoin de quelqu'un, mais ils ne vont pas vous rappeler tout de suite. En fait, quand on dit spontané, les gens du coup se méprennent un peu, mais les meilleures candidatures spontanées, c'est quand on connaît la personne, quand on a croisé sur un salon. Voilà, c'est le réseau en fait. C'est le réseau, enfin voilà, il faut avoir fait d'extraction. Juste un dernier petit point pour être plus clair et plus précis sur le meilleur moment pour lequel envoyer sa candidature. Il y a une étude américaine qui est sortie très récemment qui dit qu'il faut plutôt se lever tôt puisque c'est entre 6h du matin et 10h. Ah, voilà. Bon, c'est assez logique. Ça a l'air plus logique. Voilà. Ouais. C'est assez logique. Éviter la fin d'après-midi et la soirée, après, bien sûr. Ouais. Donc on se lève tôt. On se lève tôt. On se lève tôt. Ou alors on programme les mails. Ouais, pour atteindre le recruteur. Merci beaucoup pour cette interview éclairée. Je vous rappelle que cette émission se réalise dans le cadre de la Job Week, une opération que Quel Job mène jusqu'au vendredi 17 novembre. Et on vous aide à trouver un emploi. Donc concrètement, ça se passe très simplement. Vous commentez ce live en disant le poste que vous recherchez, la localisation, n'oubliez pas la localisation. Et nos équipes se chargent de vous trouver des offres qui correspondent. Et à chaque match, le compteur au-dessus de l'écran augmente. Donc je crois qu'on est à 27 matchs, il me semble. Donc ça continue, allez-y, envoyez-nous vos demandes et on cherche pour vous. Et puis si vous avez des questions sur ce dont parlait Quentin ou le CV, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Je crois qu'on avait d'ailleurs une question sur le CV et notamment, enfin une question classique, la présence ou non de la photo. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors moi, je dirais que oui, mais il faut faire attention à mettre une photo qui soit professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne met pas une photo de nous en soirée avec un verre à la main. Attelage, voilà. Photo d'artiste. En maillot de bain, non. Ça c'est sûr. Non, faut rester pro. Photo, mais pas non plus pas trop non le plus contraire. trop strict. Ouais, pas non plus photo d'identité où on est comme ça, non. À bannir. Alors, après, voilà, il faut être à l'aise avec la photo. Effectivement, si on n'a pas de bonne photo, on n'en met pas. Mais moi, par exemple, j'en mets pas. Je trouve que ça permet d'être plus focus sur les missions, sur les compétences. Après, ne nous leurrons pas, il va quand même aller chercher sur les réseaux sociaux, via Déo par exemple, voir la tête que j'ai. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, c'est une bonne question qui se répond. Voilà, même si on ne la met pas, de toute façon, il verra. Il la verra. Et donc, dans tous les cas, on choisit une bonne photo. Voilà. On va passer à une autre partie, un autre outil très important de la recherche d'emploi et que les candidats détestent. Il faut dire ce qu'il y a. Voilà, c'est clair, c'est la lettre de motivation. Là, d'ailleurs, je pense que le débat, c'est à quoi ça sert, ou en tout cas, est-ce que j'en fais une ? Je ne sais pas, toi, si quelqu'un venait et te demandait conseil, est-ce que je fais une lettre de motivation ? Ça ne sert à rien, personne ne l'a dit. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, je pense que même si on a tendance à croire que personne ne lit la lettre, il faut quand même en faire une. Parce que si on est recruteur et qu'on a 2 CV quasiment identiques, à compétences égales, c'est la lettre de motivation qui vous permettra de vous distinguer et de faire la différence. Un plus. Ouais. Et sachant que le CV et la lettre de motivation n'ont pas les mêmes objectifs, il faut quand même en faire une. C'est exactement. Alors, c'est pas décisif dans le sens où c'est entre 2 CV équivalents que ça va jouer, mais effectivement, ça va être un bon a priori, ça va être un marqueur hyper positif. Et donc, on sait qu'il y a des jobs où la concurrence est rude, donc ça peut faire la différence. Il y a une dimension, je trouve, un peu plus intime dans la lettre de motivation où on se relie. Tu développes un peu plus sur toi-même. Voilà, on développe sur soi-même et puis on se relie avec le projet de l'entreprise. Donc c'est intéressant. Et puis sur la question qui pour moi n'est pas une vraie question, est-ce que j'en fais ou pas ? D'ailleurs, il y a une étude de la DARES qui a été publiée, je pense, le mois dernier, et qui disait 60% des recruteurs la demandent.
Donc bon, si vous voulez trouver un emploi et qu'il la demande, mieux la il vaut mieux la faire. faire. Donc bon, c'est une question qu'on a souvent, mais il n'y a pas de débat. Après, bien sûr, il y a des professions où la question ne se pose pas. Je pense à un développeur, on ne lui demandera pas. On lui demandera pas. Ça va. On passera des tests plutôt. Il faut voir aussi ça comme un atout, la lettre de motivation, parce que, par exemple, si vous êtes en reconversion ou si vous êtes jeune diplômé, c'est là que vous allez pouvoir montrer et faire passer un peu de vous. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Alors voilà, faut la faire, ok. Mais alors comment on la fait? Toi, comment tu t'y prends? Moi, en fait, je conçois le truc un peu comme une enquête. Des formations professionnelles? Journaliste. Ouais. Ben, oui, mais en fait, c'est un peu ça. Il faut. Alors, je pars vraiment à mon sens. Hein. Je fais des recherches sur Internet sur l'entreprise. Alors, bien sûr, c'est plus facile de chercher des informations de l'actualité sur une grande entreprise plutôt qu'une TPE. Mais même pour les petites entreprises, on peut essayer d'aller voir sur les réseaux sociaux, contacter des gens directement, avoir des infos, etc. Et c'est ce qui permet, je trouve, d'ouvrir pertinemment, de commencer pertinemment une lettre. C'est-à-dire qu'on va montrer qu'on est ancré dans l'actualité de la boîte, qu'on a cherché, qu'on a fait l'effort de chercher. Et tout l'enjeu est de relier ça avec et c'est moi qui arrive à ce moment-là et je vais pouvoir vous apporter ça. Voilà. Mais effectivement, des formations professionnelles ou pas, en tout cas, c'est bien cette enquête parce que ça montre que vous cherchez, vous voulez comprendre les attentes du poste. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qui va accrocher le recruteur. Et même si vous n'en servez pas, en fait, ça sera toujours bénéfique pour l'entretien d'embauche, etc. Oui, mais finalement, c'est pas utile de copier-coller le paragraphe. Ah oui, non. Wikipédia sur l'entreprise. L'entreprise se connaît déjà. Votre entreprise, leader sur le secteur. Ça, oui, on sait. Ça, on évite. D'ailleurs, je vous propose brièvement quelques bonnes pratiques sur la lettre de motivation, même si je pense que vous êtes très créatifs et que vous allez trouver plein de façons d'être impactant. Il y a quelque chose, des petites choses qu'il faut bien faire. Déjà, c'est court. Une lettre de motivation, c'est 15-20 lignes. Il a 200 de CV. Donc, votre CV, il l'a accroché. Il veut voir ce que vous avez dans le ventre et il va regarder votre lettre de motivation. Si vous lui faites un pavé, c'est fini. Voilà. Donc 15-20 lignes, pas plus. En tout cas, c'est la chance que vous avez pour l'accrocher. Du coup, le côté je m'intéresse à vous, c'est le fameux plan de la lettre de motivation. Vous, je, nous. Voilà, on va aller d'abord sur l'enquête, sur essayer de comprendre ce qu'ils veulent et l'entreprise et ce que veut le poste, essayer de voir comment ça peut se relier. Donc, on commence par ça et c'est l'accroche qui va être importante. Après, vous allez vous focaliser sur 2-3 points qui fait que c'est vous le bon candidat. Vous avez dans votre expérience des choses qui sont pertinentes par rapport à ce qu'ils vous demandent. Voilà, c'est 2-3 points. Et du coup, on ne répète pas tout ce qu'il y avait dans le CV. Enfin, sinon, ça ne sert à rien. Voilà, on explique un fait majeur qui fait que vous êtes bien pour ce poste-là. Donc, on se sert, se cantonne à ces 2-3 points. Et puis après, sur le style, faites des phrases courtes, très courtes. Et faites-vous relire, c'est toujours important d'avoir un point de vue. Les fautes, c'est rédhibitoire. Les fautes, c'est... Éliminé. En plus, il y a des nazis de l'orthographe. Donc là c'est fini, donc faites ça. Voilà, c'est quelques bonnes pratiques, mais vous pouvez trouver plein d'autres conseils sur la lettre de motivation. Si vous êtes perdu, vous en trouverez sur quel job. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera là pour y répondre. Je vous rappelle que cette émission se déroule dans le cadre de la Job Week. C'est une opération que mène CalJob jusqu'au 17 novembre. Il vous suffit de
Indiquez le poste voilà. que vous recherchez avec la localisation et nos équipes s'occupent de chercher pour vous. Voilà, merci beaucoup, j'étais un peu perdue. Et le compteur au-dessus de l'écran affiche le nombre d'offres qu'on arrive à faire correspondre avec vos demandes. Les matchs augmentent, on est là pour vous, n'hésitez pas. On passe à une dernière partie, et une partie importante, l'entretien d'embauche. Et je vous propose de commencer avec une vidéo. En France, la plupart du temps, un entretien d'embauche est un rendez-vous individuel qui dure de 30 minutes à 1 heure. On y rencontre le manager direct ou les RH et parfois les deux en même temps. Plus le poste est important, plus le nombre d'entretiens se multiplie. D'1 à 2 entretiens de manière générale, et il y en a 3 en moyenne pour un poste cadre. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Chez Quel Job, on se souvient d'un candidat qui en avait passé une dizaine pour Facebook. Côté concurrence, sachez que l'entreprise rencontrera en moyenne 3 à 4 autres candidats. Passé ces quelques repères, il faut bien avouer que chaque entretien d'embauche est différent. Mais une chose est sûre, ce n'est ni un rendez-vous chez le psy où l'on raconte sa vie, ni un interrogatoire de police où l'on se contente de répondre aux questions. Le vrai challenge de l'entretien, c'est d'arriver à mettre son parcours en valeur, démontrer ses compétences et surtout de récupérer un maximum d'infos. Pas uniquement sur les tickets resto et les congés, c'est l'attitude qui agace le plus les recruteurs, mais plutôt sur les défis de l'entreprise et les enjeux du poste. Pour poser ces questions qui impressionneront vos interlocuteurs, il faut se renseigner au préalable sur l'actualité de la boîte, mais aussi, pourquoi pas, sur la personne qui occupait le poste précédemment. Bref, pour réussir un entretien d'embauche, il faut savoir mener l'enquête. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à appréhender l'entretien d'embauche différemment. On a une petite question sur comment s'habiller pour un entretien d'embauche. C'est hyper important, hein, le non-verbal est très, très important. Alors sur cette question-là, qu'est-ce que tu dirais toi? Moi, je dirais qu'il faut rester assez classique. Après, ça dépend de la boîte dans laquelle on a un entretien. Si c'est une boîte du domaine de la mode ou autre, il faut quand même un peu signifier notre intérêt pour le secteur, etc. en jouant sur les accessoires ou autres. Mais de manière globale, je resterai quand même assez classique. Pas de pantalon troué, pas de... Ouais, classique. En fait, l'idée, c'est de ne pas brouiller le message de ce que vous allez dire. C'est qu'il ne soit pas attiré par une veste rose à paillettes, qu'il soit plus intéressé par ce que vous allez dire. Et puis après, il faut se méfier aussi un peu des a priori. Moi, je me rappelle qu'on avait interrogé des recruteurs dans la pub. Et ils voyaient des candidats qui essayaient d'être hyper excentriques. Il ne faut pas être trop original non plus. Faut être soi. Et puis voilà, vous allez à un entretien d'embauche. Ça ne veut pas dire que parce que vous mettez un costume, par exemple, pour un entretien d'embauche, qu'après vous allez vous habiller tous les jours en costume. Oui. C'est pas ça. Là, c'est un entretien d'embauche. Vous rencontrez un potentiel recruteur, donc vous montrez que vous avez fait des efforts et que c'est une occasion. Enfin, voilà. Mais il y a quand même des secteurs où, comme la banque, le conseil, où là, tailleur et les costumes sont de rigueur. Et même, je dirais, je pense que après, on rentre peut-être dans les clichés, mais en start-up, si on arrive, même si c'est pour une seule fois, en costume, dans un truc où l'ambiance est quand même plutôt cool, on va être un peu en décalage et on ne va pas se sentir à l'aise en fait. Et c'est aussi ça, je trouve, il faut être à l'aise en fait, il faut pas être avec déguisé. ce Il qu'on a faut pas mis. être déguisé, peu importe où on va, il ne faut pas être déguisé. Parce que moi, je pense que, alors peut-être pas en cravate, effectivement, mais quelqu'un en costume qui va en start-up, s'il l'assume, ça va. C'est juste, si c'est un problème pour vous et qu'en face, vous avez effectivement le dirigeant de la start-up qui est dans son pull à capuche, voilà, ça va être compliqué. Mais voilà, faut vraiment pas attirer l'attention par son habillement. Mais par contre, il faut pouvoir exprimer ce qu'on est, voilà, et en ayant les codes aussi du secteur, comme tu disais, la banque, c'est obligatoire, on ne va pas y aller en jean troué. Ça, c'est... Ok, voilà pour cette question. Sur justement les attitudes à bannir et celles plutôt à encourager, tu nous fais un petit point là-dessus? Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on recrute ou contacte un recruteur.
En fait, j'ai glané plein d'informations qu'on a sur quel job. Donc, c'est des articles quel job. C'est juste là, je voulais les résumer un peu parce qu'il y a quand même de très bons conseils et de très bonnes anecdotes aussi. C'est assez drôle. Par exemple, dans le premier article qui s'appelle « Ces candidats qui font fuir les recruteurs avant l'entretien d'embauche », on nous conseille de personnaliser les mails de candidature. Bon, ça paraît coulé de source, mais pourtant, il y a des candidats qui se contentent, voilà, c'est un témoignage d'une recruteur, ils se contentent juste d'un bonjour et la pièce jointe, ou juste en PJ et la pièce jointe. Donc, il n'y aura pas d'entretien, quoi. Là, c'est un peu froid. À part le super profil, et encore, ça va être difficile. Et alors, si en plus, vous avez un mail, une adresse mail qui est Jojo du 68, alors là, ça craint complètement. Faut oublier tout de suite, il faut essayer d'avoir quand même un mail. Le truc craignos, c'est quand on est dans le digital et qu'on met un hotmail.fr. Ouais. Genre old school. Ouais, voilà. Donc, ayez une adresse mail crédible, faites-en une normale avec votre nom, votre prénom, voilà, un truc sobre. Autre conseil, cette fois-ci, c'est quand on rencontre ou quand on entre en contact avec les recruteurs. Sur l'article recherche d'emploi, ce qui fait flipper les recruteurs, il y a notamment le fait qu'on peut être glacial au premier abord quand on l'a au téléphone, parce qu'en gros on peut être soit surpris dans son lit parce qu'on était en train de... Peut-être qu'on vient de se réveiller. Voilà, il est 9h30 et puis bon, on a un peu le temps, donc on se fait réveiller par le recruteur. Ou alors on est tout simplement au bureau et c'est un peu dur de parler librement et on peut paraître un petit peu froid. Et là, dans ce cas-là, il vaut mieux dire écoutez, là je suis un peu dérangé, je vous rappelle un petit peu plus tard. C'est vrai que le premier contact, et disponible, même si les recruteurs, comme l'a dit Michael Modial, ils sont bienveillants, ils savent très bien que vous allez être au travail. Malgré tout, c'est un premier contact. Donc, si vous faut pas qu'on soit expéditif. Ouais, c'est important. Il y a un autre cas de figure qui est assez drôle aussi, c'est le candidat schizophrène. C'est celui qui change d'attitude et de demande en fonction des entretiens qui passent. Donc, premier entretien, il demande, je sais pas, 25 000 € par an. Et puis, deuxième, il demande 45 sans raison. Donc là, alors soit on est bon en égo, mais il faut avoir une cohérence dans ce qu'on est. Il faut justifier les 20 cas quand même. Voilà. Ça peut s'expliquer, quelqu'un qui a mal calculé, ou voilà, mais 20 cas, non, ça va être compliqué. C'est un peu compliqué. Ensuite, sur les recruteurs eux-mêmes, 10 choses que les recruteurs aimeraient que les candidats sachent sur eux. Qu'ils sont des humains et donc ils ont un peu d'humour, donc on peut se permettre de faire des blagues avec modération et bon goût, par contre. Oui, c'est vrai que les candidats ils détestent les recruteurs et du coup ils ne les perçoivent pas comme des gens qui sont en train de recruter. Ils détestent ou ils ont peur, ils sont stressés. En fait, même faire une petite, détendre l'atmosphère, ça ne mange pas de pain. Alors, il y a aussi qu'ils changent de pratique selon les situations. Donc, c'est-à-dire que le processus de recrutement s'allonge s'il y a beaucoup de candidatures. Donc, il faut être patient. Le temps viendra où on vous recontacte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a aussi l'autre cas de figure où ils sont plus ouverts à l'écoute sur un poste où ils ont du mal à recruter. Donc ça veut dire que si vous ne cochez pas 100% des demandes au niveau des compétences, il y a peut-être un truc à jouer. Ils veulent que vous soyez préparé, bien sûr, on n'arrive pas, on ne s'assoit pas, on dit alors on va parler de quoi. Mais ça, c'est dingue parce que les candidats… C'est des vraies choses, c'est des témoignages de recruteurs, donc ça se passe vraiment. Les candidats disent mais non, mais évidemment, jamais je ferais ça. Mais il y a tellement de recruteurs qui racontent ça que ça doit bien se passer quand même quelquefois. Ah ben ça se passe, c'est sûr, c'est des citations. Donc voilà, donc au moins savoir l'activité de l'entreprise, le secteur, ses objectifs principaux, etc. Il faut savoir qu'ils parlent aussi avec leurs assistants et souvent les assistants, c'est la première personne qu'on a au téléphone ou qu'on rencontre. Et donc, il faut aussi veiller à donner une bonne image de soi auprès d'eux parce qu'ils peuvent avoir aussi un poids dans la décision.
Oui, en plus, il y a mais même des histoires de PDG où justement ils jouent de ça et ils vont demander, ils vont ont la confiance aux de leur assistants, assistant, ils vont dire alors le contact et donc du coup on est malin d'avoir ça sera peut-être amené à travailler avec en plus. Bah oui, on est malin d'avoir un peu zappé le truc et s'être concentré que sur le recruteur. Et enfin, à la fin d'un entretien, on remercie par mail et on peut relancer, mais on n'harcèle pas ça, le recruteur. C'est vraiment... déjà, les personnes ne relancent. Alors, c'est vrai qu'il y a deux types de relance. Il y a la relance une fois qu'on a envoyé la candidature. C'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'effectivement, sur certains métiers, ils ont 200 CV. Mais ça ne vous empêche pas d'essayer de savoir où ça en est, si c'est fini. Voilà. Et puis après, il y a la relance après entretien d'embauche. Alors, bien sûr, le mail de remerciement, c'est... Voilà, vous êtes content d'avoir eu cet entretien. Voilà, puis ça pose aussi ce qui a été dit, c'est bien aussi pour. Donc ça c'est important. Et du coup, pour pas que ce soit justement, ça tourne au harcèlement, c'est hyper important de quitter l'entretien en ayant demandé c'est quoi le next step. Où ils en sont, est-ce qu'ils vont revoir beaucoup de candidats et est-ce qu'il y a des entretiens encore après? C'est hyper important, c'est la question primordiale en sortant de l'entretien. C'est un intérêt pour le poste aussi. Oui, c'est vraiment très important de savoir ça. Et puis aussi, n'oubliez pas, si vous n'avez pas eu le mail de la personne qui vous reçoit, demandez-lui. Parce que c'est lui en direct qu'il faudra relancer. Alors, il y a aussi des choses à ne jamais dire en entretien. Ça, c'est dans un article qui s'appelle « 5 secrets à ne jamais révéler avant d'avoir le job ». Par exemple, jamais dire qu'on est un peu en galère et que vous êtes le seul, etc. Donc ça, non. En fait, c'est une question de perception. Il faut se présenter plutôt comme un pourvoyeur de services à l'écoute du marché. C'est positif, ne pas montrer qu'on attend que le poste. Voilà, c'est une attitude à avoir, il faut vraiment avoir. Et ce qui est une réalité aussi, c'est que l'entreprise a besoin de quelqu'un, donc on peut apporter voilà. Et si on vous demande si vous avez d'autres pistes, alors il ne faut pas mentir, mais on peut éluder la question, vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre. Et il faut surtout pas dire aussi que vous cherchez depuis longtemps, en fait. Voilà. Il y a aussi combien vous demandez au niveau du salaire. Donc là, c'est des bonnes vieilles techniques de négociation. On dit souvent que le premier qui dit le prix, il a perdu. Il ne faut pas mentir sur ses ambitions salariales. Il faut juste calculer en fait le salaire large dans votre ancien poste. Si vous avez un ancien poste, il faudra que vous comptiez en gros les avantages que vous aviez en nature, etc. et les primes. Et vous donnez une fourchette. Et il faut aussi laisser entendre qu'on ne peut pas gagner, qu'on est prêt à négocier, mais qu'on ne veut pas gagner moins. En fait. Ce qui est plutôt du bon sens. On peut dire qu'on a d'autres pistes, mais il ne faut pas montrer que la piste dans laquelle on est au moment de l'entretien n'est pas celle qui nous intéresse le plus. Non, ça c'est la hantise pour les consultants en recrutement et même les recruteurs d'entreprise de se dire si je mise sur lui, il peut me faire défaut. Donc, parce que ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Il faut inspirer confiance. Faut inspirer confiance. Donc, c'est hors de question. Ne jamais dire qu'on est parti fâché de sa boîte. Si on demande si vraiment l'entretien part dans cette question, ne pas nier les anciens problèmes, juste les présenter objectivement sans mettre trop de passion. Et sans remettre toute la faute sur l'entreprise. Être neutre. Voilà. Exactement. Et enfin, votre vie privée, c'est votre vie privée. La question sur est-ce que vous voulez des enfants, etc., on ne répond pas parce qu'ils n'ont pas le droit de la poser. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué sur le moment. Alors, il y a une petite anecdote, je ne sais pas si c'est un bon conseil à répliquer, mais dans l'article, il y a une recruteuse qui dit que y avait une candidate qui a répondu à la question « Est-ce que vous voulez des enfants plus tard ?» Elle a répondu tout simplement « Je ne peux pas en avoir » pour juste installer un énorme malaise. Et voilà. Oui, c'est ça, malaise. Et au moins, on l'a pu ennuyer avec cette question. C'est compliqué. Les recruteurs ils ne devraient pas poser cette question, mais
faut pas répondre de manière agressive. Faut pas être trop sec. Il faut botter en touche ou aller sur l'humour, mais voilà. Ne vous énervez pas à cause de ça. Une fois que vous avez botté en touche, ça ne reviendra plus. Enfin, voilà, il n'y a pas... Bon, et puis il y a des petites choses à faire quand même. Les petites bonnes pratiques, donc comment, dans l'article « Comment montrer à un recruteur qu'on est motivé », par exemple, arriver un tout petit peu en avance, entre 5 et 10 minutes, ça montre que vous avez voulu parer aux aléas des éventuels... problème de transport, problème de transport, etc. Et venir avec de quoi noter et avec des questions aussi, qui montrera que vous avez réfléchi un petit peu au poste, que vous vous projetez. Et puis, parce que vous êtes arrivé un petit peu avant, qu'est-ce qu'on fait 5 minutes avant l'entretien d'embauche ? On faillote un petit peu à l'accueil, on dit bonjour à tout le monde et on peut essayer de parler avec les personnes qui sont à l'accueil, glaner quelques infos sur l'interlocuteur qu'on rencontre. On peut se détendre avec un petit exercice de respiration. On respire lentement par le nez, on bloque l'air 5 secondes et on expire lentement. Je vous confie que je l'ai un petit peu fait avant l'émission et ça marche. Voilà. On peut aussi chercher tout simplement la photo de la personne qu'on rencontre, qu'on n'ait pas le regard un petit peu bizarre. Ah oui, genre c'est lui. C'est qui cette personne? Est-ce que c'est lui? Il vient vers moi? Ouais, donc c'est un peu compliqué. Et puis enfin, répéter son pitch, son petit discours qu'on va présenter. Voilà. Ok, merci Quentin pour ces bonnes pratiques. Il y a encore plein d'autres choses à retrouver sur Quel Job. Ouais. Je profite de vous dire qu'on est à 50 matchs, c'est-à-dire que dans le cadre de l'opération Job Week, où nos équipes vous aident à trouver un job, vous mentionnez en live le poste que vous cherchez, la localisation, et les équipes Quel Job essaient de vous trouver une ou plusieurs offres qui correspondent à votre demande. Et à chaque demande satisfaite, le compteur en haut de l'écran augmente. Donc, et après le live, les équipes continuent d'être mobilisées. D'ailleurs, l'opération dure jusqu'à vendredi 17 novembre. Donc, n'hésitez pas, on sera un plaisir de vous aider. Voilà. Et si vous avez des questions après sur le CV, l'entretien d'embauche, la lettre de motivation, on sera là pour y répondre. Voilà. Sur l'entretien d'embauche, il y a quand même quelque chose qui stresse beaucoup les candidats, c'est les questions qu'on va leur poser. Je ne sais pas vous, il y a des questions qui vous ont un peu séché ou en tout cas avec lesquelles vous n'êtes pas senti à l'aise? Alors moi, ce n'est pas une question qui me sèche en particulier, mais c'est toujours la question un peu délicate des qualités et des défauts. Parce que d'un côté, on a envie de se mettre en valeur, mais il ne faut pas trop se jeter de fleurs non plus. Ouais. Et puis pareil, pour les défauts, tu n'as pas envie de te tirer une balle dans le pied, donc il faut quand même faire attention à ce que tu dis. Et puis la question aussi sur qu'est-ce que vos amis disent de vous. Ouais. C'est drôle ça, parce qu'en fait, ils sont parfois préparés. Alors, non, pas préparés, mais des fois, ils s'attendent à la question des qualités. Oui. Et dès qu'on te la pose autrement, on te la pose autrement sur qu'est-ce que tes amis. Voilà, c'est la même question. Et ça peut être sur un truc tout bête, même parlez-moi de vous et de le formuler différemment. Et après, on se dit mais je m'attendais pas à ça. Ouais. Donc voilà. Et puis après, il y a des choses différentes et c'est notamment le but de la question des qualités et des défauts. En fait, les gens s'y attendent, mais ne la préparent pas. Oui. Et donc, sur les qualités et défauts, en fait, ce qu'ils vont le plus juger, c'est comment vous êtes préparé à cette question. Alors, évidemment, comme tu le dis, on ne se tire pas une balle dans le pied en disant « je préfère travailler tout seul, j'aime pas le travail tout seul ». Non, bon, ça n'existe pas. Et puis, au niveau des qualités aussi, on ne donne pas des trucs du style « je suis ponctuel ». Non, de toute façon, on est censé être ponctuel. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que ça va être plus la façon dont vous allez en parler et dont vous êtes préparé qui va être importante. Mais c'est vrai que ça peut des fois arrêter dans l'élan. Toi, tu pensais à une autre question Oui, il y en a une. J'ai un peu du mal, c'est quand on te pose la question, vous voyez où dans 3, 4 ou 5 ans? Parce qu'en fait, elle est à double tranchant. Donc, il faut dire que bien sûr, je veux rester, je veux intégrer votre boîte et je veux rester.
Mais en même temps, bon, bah, j'ai peut-être un projet professionnel et un but au bout d'un moment, et il faudra bien que je m'en aille au bout d'un moment. Donc, c'est vrai que, alors après, je pense, ça dépend des secteurs, mais je pense que maintenant, on a bien intégré qu'on ne reste plus 20 ans dans une entreprise. Oui. C'est pas moi au bout de 8 ans dans la boîte qui va vous dire qu'on part très vite, mais de plus en plus les gens ont conscience de ces carrières-là. Et c'est vrai qu'il faut à la fois dire ben oui, j'ai envie de rester, parce que c'est ce dont ils ont besoin. C'est la vérité. Mais en même temps, il faut montrer ses ambitions, son caractère. Donc c'est vrai, comme la question des qualités, vous vous y attendez, mais il faut la préparer vraiment. Et sur ça, c'est vraiment un travail d'introspection. Qu'est-ce que je veux faire? Ce dont j'ai besoin? Qu'est-ce qui me motive? Et ça, faut vraiment, c'est des questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir être à l'aise quand vous êtes face à un recruteur ou même quand vous écrivez une lettre de motivation. Ça, c'est vraiment important. Alors, pour finir, je vais juste faire un récap sur l'entretien d'embauche. Ce qui est très important, et on en a parlé, c'est le non-verbal. Vous avez en face de vous un recruteur qui va prendre un risque, qui va recruter, et il a besoin d'avoir la bonne personne. Donc vous, en face, c'est comme disait Quentin, pourvoyeur de compétences et de services. Il va falloir que vous ayez confiance en vous et que vous montriez dans votre posture. Il faut qu'il soit rassuré. Et ça, c'est hyper important parce que même si y en a des recruteurs qui aiment bien faire des petites questions pièges, dans le fond, il est quand même, il y a un enjeu et il ne faut pas qu'il se plante parce qu'un recrutement raté, ça coûte très cher, c'est une plaie. Donc ça, c'est vraiment en face de vous, il faut que vous le rassuriez. Donc ça, c'est hyper important. Et comme je disais, vous aurez plus de facilité à convaincre une fois que vous aurez travaillé sur le projet. Donc votre projet, savoir ce que vous allez faire, mais aussi la boîte, l'enquête dont tu parlais pour la lettre de motivation, c'est-à-dire que vous allez plus facilement convaincre quelqu'un dont vous connaissez le secteur, le métier. Ça, c'est assez facile. Et après, c'est aussi assez simple, c'est évident, quoi. Il va falloir démontrer, plutôt que de dire je suis motivée, comment vous le dire, je suis motivée. Non, plutôt dire pourquoi. Dire pourquoi, par quoi vous êtes motivé, et par exemple, poser des questions, montrer votre curiosité sur comment va être le poste, qu'est-ce qu'on attend de vous, c'est quoi l'enjeu de la boîte en ce moment. Et en posant des questions comme ça, vous démontrez votre motivation. Voilà, c'est quelques astuces simples. Et facile à appliquer. Alors j'espère qu'on vous aura motivé pour vos prochaines candidatures. Je tiens à vous remercier pour ce live. Merci à Jean-Alexis, à Jim et Bastien. Et on se retrouve pour un prochain live sur la recherche d'emploi.